Movies, l'instant cinéma pour ceux et celles qui aiment voir les films en salle. Émission concoctée et présentée comme d'habitude par Patrick Servel. Bonjour Patrick. Bonjour à tous, bonjour à toutes. À déguster. Et avec Hervé Brie. Ah oui, ça c'est moi, c'est vrai. À déguster aujourd'hui des commentaires sur 6 longs métrages à l'affiche. Alors, à noter que les films présentés par chacun n'ont pas été vus par l'autre aujourd'hui. Et il y a même un film qu'aucun de nous deux n'a vu. Donc on innove finalement. Donc a priori, pas de fritage aujourd'hui, ce qui pourra décevoir certains auditeurs dont on sait qu'ils aiment la bagarre. Tant pis, c'est pas notre genre de flatter les goûts de notre public HPI, chéri et adoré. Dans Bernadette, Catherine Deneuve personnifie la gentille Madame Chirac durant sa période élyséenne. Une invitée nous dira ce qu'elle en pense. Coup de chance, c'est le dernier opus du vétéran Woody Allen. Une rom-com, Patrick ? On verra, il veut rien dire. Bon, le ravissement ou la spirale du mensonge. Ensuite, une loufoquerie teintée de mélancolie avec Yolande Moreau devant et derrière la caméra dans La fiancée du poète. Les feuilles mortes, un petit bijou finlandais entre comédie dépressive et tragédie optimiste en salle depuis quelques semaines. Et enfin, à l'affiche la semaine prochaine, la nouvelle comédie sociale du duo Toledano-Nakache, Une année difficile. Alors Patrick, si on met tout ça dans un mixeur, ça nous donne un seul et unique long métrage dont le synopsis est tout simple. Après une année difficile à la tête du pouvoir, son véritable coup de chance, Bernadette, la fiancée du poète Jacques Chirac, admire avec ravissement les feuilles mortes sur la pelouse de l'Élysée. C'est comment dire, politico-contemplatif. D'autres films seront évoqués brièvement dans l'émission. Ceux encore en salle et déjà commentés dans les émissions précédentes, c'est notre rubrique Deuxième couche. Et certains déjà ou bientôt à l'affiche qui nous font envie et qu'on met dans le viseur. Et puis aussi, au menu, comme souvent, un briefing sur les rassemblements dédiés au 7e art, passé et à venir. C'est notre rubrique Festival. Est-ce que tu as été ravi par le film dont tu vas nous parler, Patrick ? Ah ben tu vas le savoir en écoutant ce que j'ai à dire sur ce film d'Iris Kaltenbeck qui s'appelle donc Le Ravissement. Le Ravissement qui a été présenté à Cannes dans le cadre de la Semaine de la Critique en mai dernier, et là il est sorti avant-hier sur nos écrans. Alors ravissement, ça vient du verbe ravir qui a 2 sens principaux. Il y en a un qui est plutôt religieux, qu'il faut entendre comme transporté au ciel. Ainsi on entend surtout dans le sud-est, on parle du ravi de la crèche. Et puis il y a le second sens qui est un synonyme de prendre, enlever de force. Et donc on parle souvent dans des faits divers de ravisseurs ou à l'américaine de kidnappeurs. Là, dans le film, Le Ravissement, en voix off, un homme nous parle de Lydia. Il nous dit que Lydia est une sage-femme, très investie dans son travail, et il nous dit qu'elle a déraillé. Donc au fil de l'intrigue, on va comprendre qui est cette voix off, qui est cet homme qui nous parle, et ce qui est arrivé à cette Lydia. Alors Lydia, dans le film, elle est interprétée par Afsia Hersi. Dans un des hasards du calendrier, la semaine dernière, j'ai pu aussi apprécier son interprétation dans Borgo de Stéphane Demoustier qui sortira en avril 2004. Donc là, le film va suivre Lydia et qui continue, qui a son rôle de sage-femme, et on va la voir s'enfermer dans une spirale de mensonges. Bon, lesquels, tu vas me dire, Hervé. Je dis rien. Eh bien, je vous laisserai tout découvrir, donc en allant voir ce ravissement, et vous comprendrez en fait de quoi il le retourne. C'est un film à suspense.
Va-t-elle faire ce que l'on craint qu'elle puisse faire dans le film? Est-ce qu'elle va inventer de nouvelles choses? Bon, on n'est pas forcément dans du suspense à la Hitchcock, bien que la réalisatrice, dans son dossier de presse, nous dise que c'est quelqu'un qui l'a beaucoup inspiré. Alors, qui est Iris Kaltenbeck? Elle est toute jeune, enfin elle est jeune pour une réalisatrice et pour un premier long métrage. Elle a fait déjà quelques courts-métrages. Après avoir suivi sa formation à la FEMIS, elle n'a que 35 ans. Quand on regarde le film, pour parler aussi des ambiances et de ce qui a pu l'inspirer, il y a des scènes de nuit qui pourraient nous faire penser, nous ramener à New York avec De Niro dans un taxi driver. Bon, mais tout au long du film, ce qui est vraiment en fond, c'est la thématique de la maternité qui court vraiment tout au long du film. Même si Lydia nous dit, moi en tant que sage-femme, c'est pas les bébés qui m'intéressent, c'est plutôt les femmes qui vont accoucher. D'ailleurs, dans le film, on a beaucoup de scènes de véritables accouchements qui ont été filmés. Mais n'aie pas peur. Dans les films, les scènes d'accouchement, c'est dur. Non, mais là, il y en a une qui est un petit peu compliquée. Ça donne pas envie d'être mère souvent. Voilà, c'est vrai que en tant qu'homme, on se voit du côté du père qui a l'air toujours un petit peu démuni et de savoir ce qu'il peut vraiment faire. Alors, le film va s'articuler sur 3 personnages. Donc, il y a Lydia, dont je viens de parler. Il y a son amie Salomé, l'amie de toujours, qui est interprétée par Nina Meurice. Et elle a un enfant dans le film, et elle a beaucoup de doutes. Et elle dit des choses, justement, sur la maternité qui n'est pas forcément, d'après ce qu'elle dit, et d'après ce que disent aussi d'autres femmes, forcément quelque chose qui est instinctif. Existe-t-il vraiment cet instinct maternel dont on parle? Et le 3e personnage, c'est Miloš, qui est interprété par Alexis Manetti. C'est celui peut-être qui comprend pas forcément tout ce qui peut lui arriver. Donc moi, ce que je retiens de ce film, et vous l'avez vu, vous l'avez entendu surtout, je n'ai rien spolié du film. Ce que je peux dire, c'est que pour un premier film, et au-delà même d'un premier film, même si ça avait été un autre film, il y a une vraie maîtrise aussi bien de la technique, du scénario, la mise en scène, et la mise en scène aussi grâce à ces 3 personnages qui portent vraiment le film. Bon. Et puis aussi un sujet basé sur un fait divers, mais qui s'inscrit dans le réel. Donc, je le répète, filmer de vrais accouchements, ça nous ancre bien le film et ça permet d'être crédible par rapport aux questions que se posent les principales, les 2 actrices dans le film. Donc, je ne sais pas si je vous ai donné envie de le voir. Moi, oui. Oui. Bon, j'ai déjà réussi. Ils auront déjà un spectateur de plus pour aller voir ce film. Je ne sais pas, puisque là on n'est que vendredi, s'il a bien démarré ou pas. En tout cas, la critique en général et les premiers retours de spectateurs sont très bons pour ce film. Moi, je peux que vous inviter à aller le voir et puis vous nous direz ce que vous en avez pensé. Oui, cette Hafsa Herzi, plutôt discrète comme actrice. Pourtant, moi, par curiosité, je suis allé voir sa filmographie. Elle a commencé il y a longtemps. Abdelatif. Oui, le mulet, là. Voilà, La Graine et le mulet, elle avait eu le César, et le film avait eu d'ailleurs le César du film. Et j'ai vu aussi qu'elle a réalisé elle-même des longs métrages. On change de pays, on change de sujet. Oui, où tu vas là? Tu vas nous parler? C'est l'automne. Donc c'est Les Feuilles Mortes. Les Feuilles Mortes se ramassent. Voilà. Les Feuilles Mortes, film modeste, humble, et qui s'affiche d'ailleurs ostensiblement comme tel, avec un refus assumé du modernisme, du clinquant, de l'explicatif et du psychologisme aussi. Alors pour moi, c'est vraiment une découverte, la découverte de l'univers cinématographique du Finlandais Aki Kaurismäki, dont j'avais entendu parler en bien, mais que je ne connaissais pas vraiment. L'histoire, très simple, est filmée avec pudeur et distance. La rencontre entre 2 personnages solitaires est plutôt taiseux. On a Hansa, la femme, et Holappa, le monsieur. Par hasard, dans un karaoké d'Helsinki, va être le point de départ d'une quête amoureuse entravée par plusieurs obstacles. Alors, Aki Kaurismäki nous montre des personnages du prolétariat qui ont des métiers manuels,
pénibles et il s'attache d'ailleurs à les filmer souvent au travail. Et c'est pas si courant au cinéma, hein, où on nous montre plus volontiers des situations professionnelles plus intellectuelles et valorisantes. Nos protagonistes galèrent un peu pour se loger, pour se nourrir aussi, mais le tout est montré sans pessimisme ni résignation, puisque l'espoir est le fil conducteur de cette histoire. Alors on y voit aussi par petites touches l'exploitation du prolétariat et la solidarité de classe, avec un zeste d'ironie sur notre époque. Hein. Il y a un côté, il y a un côté Jacques Tati, matinée un peu de Ken Loach ou des frères Dardenne, mais sans effet appuyé, au contraire, tout en simplicité et émotion retenue. Alors, une des rares choses qui donne un aspect contemporain à l'histoire, qu'on aurait autrement du mal à situer temporellement, ce sont les nouvelles du monde qui arrivent par une vieille radio et qui évoquent le conflit ukrainien à plusieurs reprises. Le tout est très référencé rock, chansons populaires, le titre déjà, hein, Les Feuilles Mortes, nous donne le ton, et le cinéma d'auteur également, européen en particulier, avec des affiches bien mises en évidence de films de Bresson, Godard, Visconti, et même dans un passage très drôle, un hommage à du plus contemporain, avec un extrait d'un film de zombies de Jim Jarmusch. Alors ça, c'est un moment tout à fait décalé. D'ailleurs, tout est décalé dans Les Feuilles Mortes, hein. Les personnages, la bande-son, la sobriété des décors, les dialogues un peu incongrus. Il y a un côté très simple, mais on voit très bien que c'est une sobriété très travaillée, avec un grand soin apporté aux habits, aux décors, aux accessoires, au cadrage aussi, et aux jeux d'acteurs également volontiers minimalistes. C'est le premier film que je vois de ce cinéaste finlandais très reconnu. Aki Kaurismäki, donc je le découvre. Hein. J'avoue là un trou dans ma cinéphilie, Patrick. Son travail est souvent auréolé de succès critiques, hein, et bardé de récompenses dans le festival. Et ce dernier opus ne fait pas exception. Il a récolté le prix du jury à Cannes cette année. Du coup, moi j'irai voir de plus près les autres longs métrages pour combler le trou. Là, c'est son 20e, donc il y a de quoi faire. Tu connaissais, hein, Patrick, l'univers de Kaurismäki ? Ouais, ça vaut le coup. Hein. Alors, dire que ce mélo épuré, mélancolique et rock'n'roll donne envie d'aller en Finlande, j'irai pas jusque-là, hein, car Kaurismäki nous montre un monde un peu tristouné et paupérisé, qui semble bloqué dans les années 60-70. On y voit un peu l'envers du décor capitaliste des pays du Nord. Vous l'aurez compris, on est très loin de la carte postale d'Helsinki. Alors, ces belles feuilles mortes ne se ramassent pas une pelle au box-office, hein, car j'ai vu que plus de 250 000 personnes l'ont déjà vu en 3 semaines, ce qui est très bon pour ce type de film. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know 1 and 1 is 2. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. French I took. Yeah. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world
Ah, vous avez peut-être entendu un chœur rajouté, c'était... Je chantais, je croyais que le micro était coupé. Ah, pourtant, je lui ai dit que le micro était ouvert. Bon, alors, c'est le crooner des années 50-60, Sam Cooke, avec ce standard qui s'appelle Wonderful World, à ne pas confondre avec la même titre de Louis Armstrong. Alors, les paroles sont assez drôles, hein. Un cancre se lamente. Je sais pas grand-chose en histoire, en biologie, ni en option français. Il passe toutes les matières en revue et termine en disant « Mais je sais que je t'aime et que tu m'aimes ». Alors, on a choisi ça car on l'entend sur le générique de début de Un métier sérieux. Film encore à l'affiche, plutôt sympathique, dont on n'a pas eu le temps de parler. Et le morceau est entendu sur un défilement d'images d'archives de collégiens des années 50 à maintenant. Le titre d'ailleurs a été entendu plusieurs fois au cinéma, entre autres Patrick dans Witness de Peter Weir, qui se passe chez les Amish avec Witness et... Avec Harrison Ford. Bravo. Alors maintenant... Il m'avait pas prévenu. Tu nous parles de quoi là ? Ah bien là, plus de 50 films hein, depuis What's New Pussycat. Woody Allen là nous propose son dernier film qu'il a entièrement réalisé en France avec des acteurs français et c'est Coup de chance. Bon, je pense pas qu'il soit utile, mais je vais quand même le faire de représenter Woody Allen. Plus de 50 films, hein, c'est un peu le Quentin Dupieux, hein, je veux dire, il fait 1 ou 2 films par an, et puis des films généralement qui font entre 1h20 et 1h30. Alors, il y a eu plusieurs périodes, hein, avec Woody Allen. On a eu la période que j'ai préférée, celle de Diane Keaton, Guerre et amour, Annie Hall, L'intérieur, Manhattan. Après, on a eu la période Mia Farrow, Rose pour du Caire, Zelig, Radio Death, September, comédie érotique d'une nuit d'été, des choses comme ça. Puis après, il les avait plus, mais il nous a fait quand même des beaux films comme Match Point, Minuit à Paris, un jour de pluie à New York. Et puis son avant-dernier, c'était Rifkin's Festival. Et déjà, pour moi, celui-ci, j'avais eu des difficultés à suivre Woody Allen dans les rues de Saint-Sébastien pendant le festival. Bon, Woody Allen, on sait qu'il aime l'Europe. L'Europe l'aime, et il y a peut-être d'ailleurs plus que l'Europe qui l'aime hein, actuellement avec les nombres de soucis qu'il peut avoir, ce Woody. Alors après nous avoir fait Rome, Barcelone, Londres, eh bien c'est sur Paris. Mais là, c'est un Paris de Woody Allen, un Paris d'Américain. C'est un Américain à Paris, ou c'est Émilie à Paris. Donc, alors là, je pense qu'on a vraiment accès, le droit, le catalogue complet des poncifs des décors parisiens. Alors, essentiellement le 8e arrondissement, avec de très beaux appartements haussmanniens. Vous savez, des petits appartements qui doivent faire entre 200 et 300 mètres, 200 mètres carrés. Et puis, on a des appartements qui se retrouvent sous les toits. Vous savez, mais avec un côté la bohème, voilà. Certainement, la bohème à plus de 12 000 € le mètre carré. Il manquerait plus que la baguette, et le bouquiniste. Oh, si, je te sens bien ironique. Le bouquiniste, on l'a hein, dans Coup de chance. Hein. Si, je l'avais oublié. On a bien sûr que des restos typiquement parisiens qui ont au moins tous plus de 150 ans, où on peut certainement déguster un hareng aux pommes à l'huile à peu près à 40 €. Voilà. Alors donc, vous l'avez compris, on n'est pas dans un film des Dardennes. Hein, c'est pas du tout ça. On est plutôt dans une histoire de rencontre. Comme Woody Allen aime bien les filmer. Hein. On voit 2 inconnus qui sont en train de marcher dans la rue. Il y en a un qui sort de l'écran, puis d'un seul coup, hop, il se retourne, et puis voilà, ça y est, il s'était pas vu depuis, et c'est normal, hein, on se retrouve à Paris, tout le monde se retrouve à Paris, à Londres ou à Rome, et là, les 2 Américains, les 2 Français qui étaient, vous arrivez à me suivre, hein, les 2 Américains, les 2 Français qui étaient partis à un moment donné à New York, se retrouvent là, à Paris. Donc, c'était un amour de jeunesse qui avait été compromis, donc ils vont se mettre ensemble, et puis là va arriver par-dessus une histoire donc d'adultère avec qui est-ce qui arrive à ce moment-là? On a Melvin Poupeau, donc il devait sortir de son film Machin et la forêt là, donc L'amour et la forêt. Donc là, une fois de plus, c'est un mari, alors il est beaucoup moins violent, vous verrez, et vous verrez peut-être pas. Et là, il va même, inspiration Truffaut, hein, il va voir un détective privé pour suivre sa femme. Bon,
Le problème avec le film là, de Woody Allen, c'est que moi j'ai toujours adoré Woody Allen, mais là il tourne en rond, quoi. Il y a pas de problème, il tourne en rond. Alors même si on a quand même un petit twist à la fin du film, un peu à la Match Point, bon, c'est pas, voilà, c'est vraiment, c'est du réchauffé. Et puis surtout, moi, ce qui m'a donné l'impression, c'est que j'avais l'impression que les sous-titres, enfin pas les sous-titres, que les dialogues avaient d'abord été écrits en américain. Après, ils ont été traduits en français, et puis on a l'impression d'un film doublé par des Français. En français, c'est très bien fait, sauf que Woody Allen, il a un problème avec le son multicanal, c'est qu'il n'aime pour les dialogues d'avoir un son central, ce qui est très gênant quand vous avez la musique qui est en stéréo sur les côtés. Enfin bon, c'est des petites parties qui m'ont vraiment gêné. Tu veux donner des cours de cinéma à Woody Allen? Ah ben là, il en aurait besoin. Et alors ceux qui ont aussi besoin, qui auraient peut-être besoin de cours, alors on a Lou Delage. Dis pas de mal de Lou ouais, Delage. Elle est bien gentille, très mignonne. Je sais que ça va te contrarier, Hervé, mais là, je la trouve pas très bonne. Enfin, je veux dire, au niveau de l'interprétation, surtout quand on la voit, par exemple, avec des scènes où elle est en face de Valérie Lemercier, qui, elle montre quand même qu'elle a du métier. Hein. Donc, alors, il y a aussi des acteurs qui sont venus, là, parce que, il faut bien payer les impôts. Donc, Tonguédec, Gadebois, là, ils sont venus là. Bon, ils passent. Ils sont pas bons, en plus, hein. Mais là, il y a un cocktail, là, où Tonguédec, on a l'impression qu'il est presque en train de se caricaturer. La seule chose que je retiens du film, c'est la très belle image de Vittorio Storaro, donc qui est toujours resté lui fidèle à Woody Allen. C'est quand même celui qui nous a fait les films de Bertolucci. On retrouve les couleurs chaudes du dernier tango à Paris, du dernier empereur. Voilà. Bon, j'ai oublié aussi au niveau placement de produits, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Mais dis-moi, Movies a changé de ligne éditoriale sans que je me rende compte. Là, on était censé pas parler de films qu'on aimait bien. Tu vois, là, ça me fait penser. Tiens, regarde, si je te passe ça. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde. Je crois qu'il avait raison, le Bernard Blier. Là, c'est pour le film de Woody Allen. Il tourne en rond. Bon, alors on va parler d'un film qu'on a bien aimé cette fois là maintenant. La fiancée du poète. Attends, moi je l'ai pas vu encore. Toi, faut que je te convainque alors. Ouais. Bon, on va jouer à ce jeu-là, on va se convaincre. Alors, amoureuse de peinture et de poésie, Mireille, une dame plutôt originale, s'accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville, c'est dans les Ardennes, où on la voit arriver avec sa valise au début du film. Alors elle vit aussi de petits trafics et comme ça ne suffit pas pour entretenir la grande maison familiale au bord de la Meuse dont elle vient d'hériter, elle décide de prendre trois locataires, trois hommes assez perchés eux-mêmes, qui vont bouleverser un peu sa routine et la préparer au retour du quatrième, son grand amour de jeunesse, un poète. Enfin, paraît-il. Donc là, on a affaire à un film, on va dire, rural, qui prend des chemins de traverse en faisant la part belle à des individus plutôt barges et qui ont l'air heureux dans leur marginalité, même s'ils galèrent un peu, à l'image du personnage principal. Cette logeuse Mireille, c'est l'inénarrable Yolande Moreau, artiste belge. Je ne savais pas qu'elle était belge en fait, tu savais toi ? Elle est belge, comme beaucoup de gens qu'on aime bien d'ailleurs. Ah oui, on l'aime bien, oui. Alors, elle a un fort crédit de sympathie auprès du public et même un noyau de fans inconditionnels depuis son apparition chez les Deschiens avec son camarade François Morel, ou en Séraphine aussi, inoubliable, rôle qui lui a valu un César en 2009. Oui, ce matin, j'ai entendu sur France Inter où François Morel était en train de parler de Yolande Moreau et il nous disait qu'elle a gagné quelque chose. C'est pour le théâtre de Vernon, où ils avaient proposé 5 noms d'actrices, et aussi de personnalités comme Gisèle Halimi et d'autres. Eh bien, c'est elle qui a gagné, en quelque sorte. On baptise un théâtre à son nom. Voilà, mais le théâtre. C'est où Vernon ? Vernon, je pense que c'est en Normandie, si je me souviens bien. Elle va être contente.
Alors, elle a une filmographie impressionnante, hein, abonnée en particulier au travail du duo Delépine et Kerven. Et puis, tu te souviens, Patrick, on l'a vu magnifique dans Le Principal, aux côtés de Roche Dizem. Mais moi, je trouve qu'elle s'est aussi parfois fourvoyée dans des choses pas très réussies, à mon avis. Je pense au récent Les 100 dents. Alors ça, c'était un flop total et mérité, où elle se caricaturait en folle dingue du quart-monde. En tout cas, on la retrouve là en grande forme et on peut dire que c'est elle qui participe grandement au charme du film qu'elle a par ailleurs signé. C'est son 3e long métrage en tant que réalisatrice. Alors à ses côtés, un attelage de personnages masculins non moins déjantés, hein, interpellés entre autres par Grégory Gadebois encore. Interprété. J'ai dit interprété par Grégory Gadebois. Bon, il était aussi dans le film de Woody Allen, tu me dis. Sergi Lopez et même William Scheller. William Scheller, il vole les scènes à chaque fois qu'il apparaît. Et aussi un certain Esteban, qu'on ne peut que remarquer, celui-là. Hein. Moi, je l'avais déjà aperçu dans des petits rôles ou des courts-métrages. Des courts-métrages, c'est vraiment Oui, je bafouille, il me fait les gros yeux, Patrick. C'est un atypique, cet Esteban. Déjà, son pseudo, qui sonne un peu suranné, comme les acteurs d'autrefois qu'on appelait par un patronyme unique. Hein. Je pense à Carrette, Rému, Bourvil, Dalio, ce genre. C'est un acteur lunaire avec un phrasé très très particulier qui donne tout son sel au personnage qu'il interprète. Je sais pas, comme il y a pu avoir par exemple Michel Simon, ou dans un autre genre, l'exubérante Ariel Dombal, par exemple. Il y a un autre acteur qui a une signature vocale comme ça en ce moment, une diction très particulière avec laquelle les metteurs en scène jouent, c'est Raphaël Quenard, vu cette année dans Le Chien de la Casse et dans Yannick. En tout cas, cet Esteban était présent avec Yolande Moreau pour la présentation du film au Festival d'Angoulême cet été, où il a été d'ailleurs primé pour son scénario, et ils nous ont fait un sketch tous les deux. Leur complicité artistique, hein, qui se voyait sur scène, participe à la réussite du film. Donc La fiancée du poète, c'est une sorte de conte sur une famille alternative, avec des personnages enfantins, tous plus ou moins faussaires, qui se déguisent en curé, en poète, en peintre, en cow-boy. Et il est en même temps joyeux, exubérant, mais aussi mélancolique. Et il devrait, à mon avis, plaire au public qui a plébiscité le récent La Grande Magie. Je lui trouve une tonalité décalée et poétique similaire. Du coup, je doute que ça plaise à mon camarade Patrick, qui avait, si je me souviens bien, détesté le film de Noémie Lvovsky. C'est le mot. Pannussa homeinen kahvi ja lattialla astiat. Sade huuhtoo ikkunoita, eipä tarvitse niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä. Mut on kuin betoniin valettu polviin saakka, seläs näkymätön 1000-kiloinen taakka. Vaik edessä ois enää yksi rasti, en tiedä jaksanko hautaan asti. Olen vankina täällä ikuisesti, myös hautausmaata kiertävät aidat, kun päättyisi viimein maallinen pesti. Mut syvempään kuitenkin maahan vain kaivat, pidän sinusta mutten itseäni siedä. En tarvitse muita, sinusta en tiedä, myönnän jos mä lähden. Sen teen vain itseni tähden. Kesäkengät ja liian suuri huppari. Pakkasessa lähikauppaan vain muutaman kaljan jälleen noudan. Jos lisää tarvin, niin hyvin joudan uudelleen. Kun muutoin kuitenkin vain lähinnä makaan, en kotoa poistu syyttä ainakaan. Unohtakaa minut, tahdon olla yksin, synnyin suruun ja minut puettiin pettymyksin. Olen vankina
Alors, de quoi nous parle cette belle chanson en finlandais? Je peux pas te dire. En tout cas, c'est la première fois qu'on entend un titre finlandais dans Movies en langue de là-bas, c'est-à-dire le finnois. C'est d'un groupe de rock d'Helsinki qui s'appelle Maustetitot, mené par deux jeunes filles qui apparaît dans Les Feuilles Mortes d'Aki Kaurismäki dont on a parlé dans notre émission. Ils sont dans le film en train d'interpréter le morceau, au titre imprononçable pour moi. Hein. Et d'ailleurs, si vous avez vu la bande-annonce, elle est beaucoup basée sur le duo de ces jeunes filles. Hein. Beaucoup de musique intéressante dans ce film qui font partie intégrante du récit. Le titre du film, d'ailleurs, est déjà un signal. Hein. On entend d'ailleurs en générique de fin la chanson de Montand et Prévert, interprétée en finnois aussi. Mais là, je vous l'épargne. Il nous reste à parler de un film que j'ai pas vu et toi non plus. Bah non. Avec Hervé, on va très souvent voir les films dans les salles, mais on n'a pas le temps, la possibilité de voir tous les films. Alors, il est un film qui est sorti la semaine dernière, qui n'a été vu ni par Hervé ni par moi-même, mais nous avons la chance, nous avons derrière le micro Nicole qui a vu ce film, et ce film c'est Bernadette. Alors Bernadette, qu'est-ce qu'on en pense, Nicole ? Alors pour moi, je dirais que c'est un film drôle. Moi en tout cas, je l'ai trouvé drôle, caustique, avec un certain humour, qui fait bien ressortir la personnalité de Bernadette et qui nous apprend comment fonctionne son entourage, comment fonctionne son mari et tout son environnement et comment est traitée un petit peu Bernadette. Alors, c'est un film à partir de l'investiture de son mari. Donc, bien sûr, son mari, Jacques Chirac, puisque je pense que la partie que l'on voit dans le film, c'est la partie où il est président de la République. Tout à fait, ouais. Bon, alors le film, il est traité comment ? Plutôt comme un drame, comme une comédie ? Alors, je dirais que c'est plutôt pour moi une comédie, puisque ça démarre en chanson. On s'attendrait presque à voir une comédie musicale, puisqu'on voit un groupe de chanteurs arriver et nous apprendre que l'histoire de Bernadette, elle repose sur des faits réels, des faits d'histoire, mais pas que. Il y a beaucoup de création et d'imaginaire qui a été rajouté. Donc du coup, ça provoque un effet de légèreté qui penche plutôt vers la comédie. Donc une bonne interprétation, je présume, comme à l'accoutumée de Catherine Deneuve, qui a dû vraiment... Est-ce qu'elle rentre vraiment... Est-ce qu'elle est crédible en Bernadette ? Ah, complètement. D'accord. Complètement. Catherine Deneuve, elle excelle dans le film. Alors au tout départ, quand Bernadette apparaît, elle est complètement dans l'ombre, puisque c'est Jacques Chirac qui vient d'être élu et qui célèbre sa victoire avec un environnement typiquement masculin, pardon. Et du coup, Bernadette, elle se retrouve mise en arrière-plan. Là, Catherine Deneuve, elle imite bien, figure un peu renfrognée, le cou rentré, un petit peu en dessous, quoi. Mais on sent que Bernadette, elle a quelque chose qui passe dans les yeux et ça va pas rester comme ça. Et effectivement, ça va pas rester comme ça parce que Bernadette, elle va mettre le paquet avec Catherine Deneuve quand elle rencontre son conseiller de communication, qu'elle l'écoute et qui lui apprend qu'elle est intelligente et qu'il faut qu'elle vive, qu'elle éclate au grand jour parce que elle a un talent. Et lui, il lui dit « Faites pas comme moi, ma mère m'a toujours dit « Toute ta vie sera un échec ». Bernadette, Catherine Deneuve, est un peu interloquée, attendrie par les paroles de Denis Podalides. Voilà. Et il y a une entente. Là, elle va se lâcher. Au niveau de l'interprétation, donc Jacques Chirac est interprété par Michel Villermoz. Donc on a le communicant, c'est Denis Podalides, c'est pas Bruno. Alors autrement, j'ai cru voir aussi qu'on a Sarah Giraudot, mais quel rôle joue-t-elle dans ce film ? Alors Sarah Giraudot joue le rôle de Claude Chirac. Elle veut apparaître autoritaire et directive avec un certain charisme, comme le doit être Claude Chirac. Très bien, merci Nicole. Peut-être quelque chose à rajouter, oui. Oui, je voudrais rajouter quand même, on a parlé de Podalides, qui est excellent, on a parlé de Sarah Giraudot, mais
celui qui joue Jacques Chirac, c'est Michel Villermoz. Oui, Villermoz. Et il est excellent. Alors, on retient pas les paroles de Jacques Chirac parce que ça, c'est du vécu, on a les faits historiques. Mais c'est surtout le jeu d'expression qu'il a avec son regard, ses soupirs, le nez qui semble s'allonger quand il voit quand il découvre Bernadette avec Hillary Clinton alors que lui, il n'est pas invité. Il est très bien. Même, il excelle quand il fait preuve de cynisme en faisant passer des petits papiers à Bernadette où il va dire « Bernadette, taisez-vous ». Très bien, merci Nicole pour cette vision du film donc Bernadette interprété par Catherine Deneuve. Et donc c'est un film de Léa Domenech. Tu n'as pas vu, hein, non plus. Non, mais je vois qu'on sous-traite maintenant à Movies. Mais Hein. on a tellement, il y a voilà. Bon. L'actualité, moi aussi je bafouille, hein, l'actualité cinématographique étant tellement importante qu'on est maintenant obligé justement, de sous-traiter. En tout cas, on va la garder, là, cette Nicole, pour une prochaine émission. Mais sans la payer, hein, faut pas exagérer non plus. Non, il y a des limites quand même.
Alors, dernier film dont on parle, non pas le dernier, enfin, Une année difficile, ça s'appelle, du duo Toledano-Nakache, dont le travail remporte en général les suffrages des spectateurs. Hein. Par exemple, Nos jours heureux en 2006, premier grand succès avec Omar Sy, Intouchable bien sûr, hein, avec le même, ou Le sens de la fête, un des derniers films avec Jean-Pierre Bacri. Carton plein public et critique également pour leur série Arte en thérapie. Alors ils sillonnent en ce moment la France depuis plusieurs semaines pour présenter leur dernier opus dans les salles, à l'affiche mercredi prochain. Eux, c'est un peu comme les Dardenne, les Cohen ou Tom et Jerry. On ne sait pas trop qui est qui quand on les voit, je trouve. Hein. Ils sont souvent ensemble sur les plateaux télé, par exemple. Alors, que raconte leur nouvelle comédie ? Les péripéties d'Albert et Bruno, deux trentenaires surendettés et en bout de course. Et ensemble, ils vont emprunter encore. Mais cette fois, c'est le chemin associatif qu'ils vont emprunter, un peu par hasard, en côtoyant un groupe de jeunes militants écolos. Alors, plus attirés par la bière et les chips gratos que par leurs arguments, ils vont peu à peu s'incruster dans le mouvement, pour d'autres raisons qu'idéologiques, hein, et il va leur arriver plein d'aventures lors des actions coup de poing menées, entre autres, dans un centre commercial, dans une banque ou dans un aéroport. Hein. Alors, c'est une comédie. Est-ce qu'on rit ? Oui, parfois, mais à la réflexion, j'ai trouvé que le rire qu'on veut susciter est quand même un peu discutable. C'est souvent le problème dans les comédies qui se veulent sociales. Finalement, on a ri de quoi et aux dépens de qui quand on y repense. Moi, il me reste de ce film un arrière-goût, je dirais, assez déplaisant, un peu réac, anti-woke, si tu vois ce que je veux dire, à la vision de ce film tapant avec ironie appuyée sur le militantisme écolo radical bobo, ou montré comme tel. Qu'est-ce que tu as contre la cuisine asiatique et l'usage du wok ? Alors, prendre les mouvements de jeunes militants pour l'environnement comme sujet de comédie, pourquoi pas ? Mais quand c'est uniquement un peu en arrière-fond, en décor, en les ridiculisant en permanence, avec la part belle faite à deux glandus opportunistes, bof un peu. Hein. Alors, à ce titre, le personnage éco-anxieux joué par Noémie Merlan, jeune fille bourgeoise un peu fragile qui trouve son salut dans la lutte écolo et anti-consumériste, moi je le trouve moyennement réussi. Le personnage fourbe et jaloux aussi, joué par Louis le Prince Ringuet, est également très caricatural, on le voit venir de loin. Par contre, le conseiller psychologue pour aider les gens en surendettement, qui est joué par Mathieu Amalric, lui, il est vraiment réussi. Alors évidemment, certaines choses sont assez bien vues et drôles sur les excès de la société de consommation qui est ciblée ici, mais je trouve que ça suffit pas à sauver la mise. Alors nos deux anti-héros sont interprétés par Pio Marmaille et Jonathan Cohen, avec une plutôt bonne alchimie comique entre les deux, mais on les voit peut-être un peu trop souvent sur les écrans, ces deux-là. Moi, j'aimerais les voir moins et dans de meilleurs films. Jonathan Cohen, par exemple, il a un talent en comique indéniable, hein, mais il en fait un peu trop. Dans ce film, comme d'ailleurs dans Sentinelle, comédie policière poussive, actuellement visible seulement sur une plateforme. Et il est dans le casting du prochain Quentin Dupieux, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Bref, déception un peu pour moi que cette année difficile, d'autant plus que le précédent long métrage de la paire Toledano-Nakache, ça s'appelait Hors Norme, avec Vincent Cassel et Reda Kateb, m'avait vraiment emballé, lui. On m'appelait bébé doll, j'ai été votre idole, mais je n'ai plus l'âge de mon image. Il faudrait que je convole avec un prince du pétrole. J'ai déjà l'âge de tourner la page. Un jour je dirai bye bye à tout ce show business, à tout ce stress, à tout ce stress. Bye bye ma jeunesse, venez voir mourir
personne ne s'arrête sur mon passage, même ceux qui rêvent de moi la nuit, dans leur lit. Vous ne voyez que la surface de ce monde en technicolore. Vous qui rêvez d'être à ma place, venez voir l'envers du décor. Moi, ma drogue, c'est l'alcool. Ouais. Je suis de la vieille école. Quand je fume du hache, ça me donne pas de flash. J'ai peur de devenir folle. Toute la nuit je rêve comme viol. Moi qui suis sage comme une image divine, qu'on adore et qu'on adule, une image de magazine sur qui on éjacule. Seul sur mon acropole, je sens que je dégringole. Ouais, je sens que je dégringole. Ça n'était qu'un feu de paille, que tout ce show business. Dessous le stress, il y avait le stress, il y avait ma jeunesse. Oh, venez voir mourir un dernier sexe symbole. Venez voir, venez rire à la fin d'une idole. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater ma sortie. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater my goodbye party. Goodbye, goodbye party. Devant les caméras du monde entier, je descendrai le grand escalier qui mène au fond de ma piscine dorée. Laissez-moi, laissez-moi partir. Laissez-moi, laissez-moi mourir avant de vieillir. Vous qui m'avez volé ma vie, venez vous arracher ma mort. Laissez-moi, laissez-moi partir. Laissez-moi, laissez-moi mourir avant de vieillir. Vous qui m'avez déjà tout pris, venez vous partager mon corps. Je vous aime et je vous embrasse. Je n'ai été qu'un météore. Voulez-vous voir la mort en face? Elle s'habille en technicolore. Et les verres sont cassés, Ah Patrick. bah, faut rester calme, Hervé, allons. Bon, c'est un Castafiore là. Extrait du Starmania original, donc les adieux d'un 5 symboles par la grande Diane Dufresne. La chute d'une idole qu'on imagine hollywoodienne, hein, au vu des paroles qui évoquent le technicolore. Non, s'il te plaît. Le personnage pathétique fait penser, moi, tu sais, ça m'a fait penser à la Gloria Swanson de Boulevard du Crépuscule, mais version... Sunset Boulevard. Ouais, version années 80. J'ai trouvé une seule et unique brève apparition de la diva québécoise, un peu space en tant qu'actrice, dans un drame. Ça s'appelle Une jeune fille à la fenêtre de 2001, restée confidentielle en dehors des frontières canadiennes. J'ai lu quelque part qu'un biopic sur elle était dans les tiroirs. Ça m'intrigue en tant que grand fan de Diane Dufresne.
Et si on passait maintenant à la deuxième couche? Deuxième couche, de plein de choses dans la deuxième couche. Ah bah moi, il y en a un vraiment, il faut aller le voir. Ah ouais. On en a parlé, on l'a beaucoup aimé, et il marche pas mal. C'est Le règne animal avec Romain Duris et Kirchner, mais j'ai perdu le prénom, comme il y en a maintenant deux, je sais plus. Paul Kirchner. Difficile à classer, c'est ce qui fait le charme de son film, finalement. Hein. Bon, alors, Anatomie d'une chute, on va dire un des meilleurs films français de l'année, tout simplement, et qui rencontre d'ailleurs un grand succès public. Le procès Goldman, reconstitution d'un procès médiatique des années 70, avec un personnage haut en couleur entre banditisme et extrême gauchisme. Je ne sais pas s'ils sont encore à l'affiche. Bah, c'est pareil pour Ama Gloria, j'ai pas vérifié. En tout cas, c'était un petit... pourquoi dire un petit film, un film qu'on avait beaucoup aimé, Ama Gloria. Et Le ciel rouge, je sais pas. Escapade sur la mer Baltique qui tourne mal. Je ne sais pas s'il est encore à l'affiche, mais peut-être dans les cinémas de proximité. Dans le viseur, énormément de choses. Je pense que je vais zapper le Dogman de Luc Besson. Et toi? Ben moi, j'ai pas une grande envie d'aller le voir. C'est comme pour Le consentement. J'ai vraiment pas trop envie d'aller le voir. Drame basé, Le consentement, sur un bouquin qui a fait beaucoup de bruit, d'une femme abusée jeune fille par l'auteur pédophile Gabriel Metzneff, et c'est Jean-Paul Rouve qui s'y colle en méchant. Notre corps, j'ai repéré, Notre corps, c'est le corps féminin. Documentaire immersif dans un service hospitalier de gynécologie obstétrique. Problème, c'est presque 3 heures. Hein. Alors, il y en a un qui est déjà sorti, mais tu l'as pas vu, je pense pas, c'est Entre les lignes. On l'a pas vu, il est sorti mercredi dernier. Romance transclasse british au début du 20e avec Olivia Colman et Colin Firth. Ça doit être la qualité british sans doute. Hein. Alors, un que j'attends beaucoup et ça sort la semaine prochaine, c'est là aussi un vétéran. C'est pour Killers of the Flower Moon, qu'on peut traduire les tueurs de la pleine lune ou un truc comme ça. Drame historique. De Martin Scorsese, bien sûr. Avec DiCaprio, au sein d'une tribu de l'Oklahoma dans les années 20. Autre vétéran, décidément, il y en a. Ken Loach, drame sociopolitique, forcément, si c'est Ken Loach, qui évoque l'immigration syrienne dans un petit village du nord de l'Angleterre. Et All Oak, c'est le vieux chêne et c'est le nom d'un pub. Tu imagines un film de Loach Mais il a fait des comédies. Il a fait des films drôles, disons, mais sociaux. Second tour, nouvelle comédie satirique de Dupontel qui cible ici la politique avec l'actrice préférée de Patrick, qui est Cécile de France, bien sûr. Hein. Un prince. J'ai vu la bande-annonce hier, c'est assez intriguant. Ça a l'air d'être l'histoire d'un apprenti jardinier, mais qui fait également un apprentissage sexuel aussi. Et puis le syndrome des amours passés. C'est belge, c'est une comédie, donc on ira peut-être, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a oublié ? J'ai oublié L'air de la mer rend libre. Ça, c'est l'histoire, d'un mariage arrangé qui en fait a l'air de rendre libre plus les deux protagonistes. Ça nous fait beaucoup de choses à aller voir dans les semaines qui viennent. Alors, vous savez, là où vous pouvez nous retrouver, c'est sur le web, sur l'instantciné.fr. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de la saison 2, saison 3. Et si vous cliquez particulièrement sur une affiche de film, vous cliquez et vous arrivez expressément sur nos ressentis sur ce film. Et il y aura également donc le bonus sur les festivals de cinéma qu'on avait prévu mais qui n'a pas tenu dans notre émission. Il faudra vraiment qu'on passe à une émission un peu plus longue. Oui, on peut. Bon, mais il nous reste à vous souhaiter de bons films en salle. À bientôt. Rendez-vous dans 15 jours.